Hop hop hop, avant que tu regardes la vidéo, sache que cette compilation de threads d'horreur n'était pas prévue. Je t'avais préparé pour aujourd'hui une magnifique vidéo, mais malheureusement il y a trop de sorties de grosses vidéos de youtubeurs à plusieurs millions aujourd'hui. Donc on va pas compromettre la vidéo pour en plus tester un nouveau format. Du coup je te donne rendez-vous le mardi 16 septembre à 19 h pour retrouver cette vidéo. Allez, je te laisse avec les threads d'horreur et je te souhaite un bon visionnage. Ça commence comme une histoire banale, un match Tinder, un sourire rassurant, un lieu un peu à l'écart. Jusque-là, pourquoi pas. Mais au fond, quelque chose cloche. Et si au final, tout ça n'était jamais censé être un rendez-vous galant? Je vais un petit peu trop vite, donc revenons là où tout a commencé. La protagoniste de notre histoire s'appelle Lauriane et je sais pas quel âge elle a parce qu'elle l'a pas précisé dans son thread, donc on fera avec. Elle est sur son lit, allongée en étoile, téléphone à bout de bras, en train de swiper comme on zappe des pubs à la télé. Elle est pas vraiment motivée mais pas envie de dormir non plus. C'est une insomnie et un petit peu d'ennui quoi. Les visages défilent, tous plus fades les uns que les autres. C'est elles qui le disent, pas moi. Hein. Et puis bam, un mec. Bon, c'est pas une bombe hein, mais il est mignon, genre normal, avec un petit sourire timide et des yeux honnêtes. Il a une casquette un peu ringarde sur sa première photo, un chat sur la seconde. Elle se dit que c'est prometteur, alors elle like. Et ben lui, il like en retour et c'est le match. Il lui envoie alors un message en disant « Salut, je te trouve grave cool, ça te dit qu'on discute un peu ?» Rien de cringe, pas de coucou beauté ou de gif de chaton. Juste une approche un peu old school, genre poli. Le mec est pas relou, il pose des questions, il rigole pas mal, il a l'air intéressé sans forcer. Elle se dit que franchement c'est rare, qu'il est peut-être un peu trop parfait. Mais bon, elle est curieuse. Et il lui propose assez vite qu'il se voit. Elle trouve ça rapide mais il est rassurant. T'inquiète pas, il y a un coin que j'aime bien, c'est calme, on pourra discuter tranquille. Tu veux que je te passe l'adresse? Elle dit ouais, du coup elle reçoit un lien Maps. C'est une rue paumée, pas loin d'un ancien quartier industriel. Du coup il y a des vieux coins moches avec des hangars et des routes mal éclairées. Il y a rien autour, pas de bar, pas de resto bon plan. Enfin techniquement elle voit rien. Mais bon, peut-être qu'il connaît un truc. Lauriane fronce les sourcils, elle se dit... C'est chelou un peu. Mais il précise que c'est juste le point de rendez-vous, qu'il connaît un endroit pas loin. Genre un spot un peu secret, ambiance underground, très chill, très safe. Elle hésite, elle regarde la rue sur Street View, ça ressemble à rien. Mais le gars, il a pas l'air flippant, il a même un peu ce truc gêné dans ses messages. Genre, il ose pas trop en faire. Et puis bon, elle a vu pire franchement. Elle décide d'y aller. Au pire, je me casse vite fait si jamais il est bizarre. Elle choisit sa tenue, pas trop sexy mais pas non plus négligée. Un jean large, une veste en cuir, des grosses baskets et elle se sent prête. Elle est curieuse et en même temps un petit peu nerveuse. Lauriane envoie la localisation à sa pote, au cas où, toujours mieux que rien. Elle sort et il fait déjà nuit. Bon, elle arrive à l'adresse, y a rien, pas un bar, pas un resto, juste une rue paumée, des bâtiments défoncés, des lampadaires qui grésillent. Et il y en a même certains qui produisent pas de lumière, ça fait ambiance film d'horreur. Elle se dit direct, mais c'est quoi ce plan? Mais bon, elle reste, elle se dit qu'il est peut-être garé dans une rue à côté, qu'ils vont se retrouver et bouger après. Au bout de 2 minutes, le mec débarque, Seb, calme, trop calme même, il sourit genre tout va bien. Salut! Ouais, salut. Elle regarde autour, c'est là le rencard? Ouais, j'ai prévu un truc un peu spécial, un rendez-vous comme t'en as jamais vu. Tu me fais confiance? Elle bug un peu, elle rit genre mec c'est chelou mais bon, il a pas l'air flippant. Et puis, elle est curieuse quand même. Vas-y, c'est quoi ton délire? Allez viens, je te montre. Il l'emmène au fond d'une petite rue dégueu. Il y a une vieille grille tordue derrière un bâtiment énorme, vitré, pété et tagué. Wouah, c'est quoi ce truc? Un ancien hôpital abandonné. On peut rentrer par derrière. J'y suis déjà allé, t'inquiète. Elle le regarde, elle se demande si elle doit dire non tout de suite, mais bon, elle se dit que si ça se trouve, ça peut être marrant. C'est peut-être un mec original, c'est pas forcément un taré. Elle souffle. Ok, mais si tu me fous les jetons, je me casse. Ok, on fait comme ça. Il pousse la grille, elle tient à peine, il la pousse un peu et elle claque derrière eux. Devant eux, l'entrée du bâtiment. Une porte entrouverte, des planches partout, des graffitis et une vieille odeur de renfermé. On dirait un truc abandonné depuis des siècles. Elle sort son téléphone pour avoir un peu de lumière. Putain, mais t'es sûr que c'est pas squatté ce truc? Y a jamais eu de souci. Tu vas voir, c'est trop stylé. Elle dit rien, elle le suit, mais dans sa tête, elle commence déjà à se dire « Ok Lauriane, t'as peut-être fait une connerie. » Plus ils entrent là-dedans, plus elle peut voir des couloirs défoncés, des murs tagués de partout, du verre par terre, une odeur de moisi, de rouille, un froid chelou dans l'air. Seb, lui, il avance comme s'il était chez lui. Il lui dit qu'il connaît bien, qu'il est déjà venu plusieurs fois et que c'est son spot préféré.
Lauriane reste un peu derrière, elle éclaire avec son téléphone, mais la batterie est déjà bien déchargée. Super. T'inquiète, y a rien. Ouais, je suis pas sûr. Au début, elle reste calme, juste un petit peu sur les nerfs, mais bon, normal vu l'ambiance. Mais au bout de quelques minutes, elle entend un truc, un bruit de pas, léger, comme si quelqu'un marchait doucement. Elle s'arrête, elle écoute, plus rien. Elle se dit que c'est peut-être elle-même ou Seb. Elle veut pas faire la parano. Mais bon, ça recommence, et cette fois, il y a des rires. Pas des éclats de rire, hein, des rires étouffés. Genre comme s'il y avait des ados qui se marraient dans leur coin. Puis, il y a des chuchotements, très bas. Trop loin pour qu'elle puisse comprendre ce qu'ils sont en train de dire, mais assez pour comprendre que c'est pas le vent. Elle se retourne et y a rien. T'as entendu ça? Seb, il s'arrête et il se retourne. Entendu quoi? Ben, les bruits là, des pas. Y a des gens qui rigolent. Oh non, c'est ton imagination, t'inquiète. L'acoustique, elle est chelou ici. Ça résonne de partout. Il rigole un peu, mais elle voit qu'il est pas à l'aise. Genre, il veut faire le mec sûr de lui, mais il y a un mini stress dans son regard. Et là, il lui sort. T'es sûr que t'as pas envie de te blottir contre moi? T'as peur, non? Lauriane le regarde, en mode bah, t'es sérieux toi? Il croit vraiment que c'est le bon moment pour sortir une phrase de Lover 2009. Elle répond rien, elle le regarde juste avec un mélange de t'es lourd et t'es chelou. Elle continue à marcher, mais elle commence à pas du tout kiffer l'ambiance. Et les bruits, bah, ils recommencent. Lauriane marche plus vite, lui toujours derrière à faire des petites blagues nulles, genre alors, t'as peur? Mais tout ça en souriant bizarrement. Et là, elle se rend compte d'un truc. Lui, bah il flippe pas du tout. Pas une fois il regarde autour, pas une fois il sursaute. Le mec, il est à l'aise, peut-être même trop à l'aise. Et ça la met pas bien du tout. Lauriane s'arrête et lui dit « Attends, quoi? Mais t'es bizarre. Comment ça? Non mais tu m'as emmené ici, pourquoi en vrai? T'étais trop précis, tu marches comme si tu connaissais tous les recoins. Et j'arrête pas d'entendre des trucs. Tu t'es foutu de moi, c'est ça? Y a des gens avec toi, hein? » Là, il la regarde, il sourit. Il hausse les épaules. Bah, c'est pas méchant, il y a peut-être des potes à moi qui sont venus pour pimenter un peu la soirée. C'est juste un jeu, allez, détends-toi. Lauriane reste figée. Un jeu? C'est quoi ça? Un prank glauque? Une caméra cachée? Elle voit rouge. Un jeu? Mais tu crois que c'est drôle? T'es sérieux mec? Je suis venu seul, je connais personne ici, je suis dans un bled que je connais même pas, dans un hôpital flippant, et toi t'amènes des gens planqués dans le noir pour pimenter un peu? Mais t'es un vrai malade? Il essaye de parler, mais elle l'envoie bouler direct. Elle tourne les talons, elle veut sortir. Allez, là c'est bon, moi j'ai envie de me casser. Et forcément, bah il la suit. Attends Lauriane, c'est bon, c'était pour rigoler. Reviens, t'es sérieuse là? Tu me touches pas, tu m'approches pas, sinon j'hurle. Et là, il change un peu. Son visage, plus crispé, moins drôle, plus nerveux. Il se met devant elle, tend la main pour la calmer. Non, mais t'as pas à flipper, ok? Je voulais juste qu'on s'éclate un peu, c'est pas méchant, reviens, reste 2 secondes. Elle le repousse. Mais tu crois vraiment que je vais rester là à faire la clown pour tes potes planqués? Tu veux quoi en fait? C'est quoi ton délire? Elle le pousse, passe à côté de lui, cherche la sortie. Mais tout est sombre, les couloirs se ressemblent tous et elle panique. Et là, derrière elle, il se met à crier. De toute façon, vous êtes toutes les mêmes, vous êtes toutes pareilles. Vous comprenez rien, vous vous croyez meilleur que tout le monde. Allez, grosse salope, va. Lauriane, elle s'arrête net. Ce qu'il vient de dire, le ton, elle comprend que là, elle est plus du tout en sécurité. Et le pire, c'est qu'elle entend des bruits de pas. Mais pas les siens, d'autres. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs. Ils sont en train de se rapprocher. Elle court, elle sait même pas où elle va. Elle suit juste les murs. Elle veut sortir de ce putain d'hôpital. Derrière, elle entend Seb qui gueule comme un taré. Ah, je vous jure, toutes les mêmes, toutes des salopes qui comprennent rien. Tu crois quoi, toi? Et là, elle entend que ça court ailleurs. D'autres bruits, à gauche et à droite. Mais c'est pas lui, il y a sûrement d'autres mecs. Lauriane capte que c'était pas une blague. C'était pas un petit jeu à la con. Clairement, c'était un traquenard. Elle tourne et elle glisse sur le sol dégueu. Elle se rattrape de justesse et elle finit par tomber sur une porte métallique avec une grosse poignée. Elle la pousse, ça résiste, elle force et la porte s'ouvre un petit peu. Mais là, quelqu'un la referme directement, depuis l'extérieur. Elle a juste eu le temps de voir une silhouette, une capuche noire, grand, immobile. Elle se met à taper sur la porte et hurler. « Eh vas-y, ouvre! Lâche la poignée! Allez, s'il vous plaît, ouvrez-moi !» Rien, le mec qui se trouve derrière la porte n'ouvre pas. Puis, il fait demi-tour et se barre. Elle l'entend partir et Lauriane, elle, reste là, paralysée, la main encore sur la poignée. Elle tremble, elle pige pas ce qui se passe. Et là, elle entend encore des pas derrière, plus proches, plus rapides. Elle peut entendre la voix de Seb lui dire « Tu veux fuir? Bah vas-y, cours, on va jouer maintenant. » T'aimes les jeux, c'est ça?
Elle panique et elle repart en courant. Cette fois, sans réfléchir. Plus de logique, elle veut juste courir, sortir. Mais elle sait que c'est déjà foutu. Ils ont dû bloquer les sorties, ils ont prévu leur coup. Eux connaissent l'endroit. Et elle, pas du tout. Elle pensait avoir tout vu, hein. Mais là, c'est autre chose. C'est plus un date, c'est une putain de chasse. Et clairement, elle est leur proie. Elle entend des bruits de pas rapides et lourds. C'est sûr, ils sont en train de courir. Et si c'était que ça, bon, ce serait déjà flippant. Mais le truc, c'est que ces mecs, ils rient en même temps. Des voix qui résonnent dans les couloirs de l'hôpital. Lauriane, t'es où, princesse? La batterie de son téléphone se décharge à vue d'œil. Elle a moins de 10% de batterie. Pour ne rien arranger, elle tremble comme une feuille, ce qui fait que ça éclaire à peine le sol devant elle. En plus de ça, elle sait que vu le pourcentage de batterie qu'elle a, il va plus tenir longtemps. Alors elle trouve une pièce, une ancienne chambre peut-être. Il y a encore un vieux lit métallique rouillé, des carreaux cassés au sol. Elle s'y faufile, se colle contre un mur, tente de pas respirer trop fort. Elle entend des mecs passer dans le couloir, juste à côté. Ils traînent quelque chose sur le sol, un objet métallique. Ça fait un bruit strident, insupportable. Ils font sûrement ça juste pour la faire flipper. Et clairement, ça marche. Elle se met même à pleurer silencieusement. Son souffle est court, elle tremble de partout. Elle se dit que c'est fini, qu'ils vont la trouver. Elle tente un truc, une dernière carte. Attention, elle sort de sa cachette et se met à hurler. Stop, arrêtez, c'est pas drôle, c'est trop là, vous avez gagné, ok? Arrêtez, j'ai peur. Bon, après ça, c'est le silence total. Puis, il y a un rire grave, forcé, comme si ça les faisait marrer qu'elle panique. Mais t'as dit que t'aimais ça, les trucs un peu underground, non? On t'offre une expérience unique, meuf. Il y a une autre voix qu'elle ne connaît pas qui rajoute « Te plains pas, t'es la star du soir ». Elle se met à reculer, se remet à courir, elle passe devant une salle avec une vieille baignoire toute rouillée et il y a carrément quelqu'un qui est planqué dedans. Elle capte trop tard, le mec bondit, tente de l'attraper. Elle hurle et lui échappe de justesse. Elle court à l'aveugle maintenant et la lumière de son téléphone c'est du grand nawak étant donné qu'elle court à fond. Elle entend l'un des gars dire « T'es dans notre monde, Lauriane. Ici c'est nous qui décidons quand ça s'arrête ». Elle se cache un petit peu et se demande où est la sortie. Elle regarde son téléphone et il lui reste 1% de batterie. C'est sûr que dans quelques secondes, voire minutes, il sera à sec. Elle décide de profiter du peu de temps de lumière qui lui reste et avance dans l'un des couloirs. Au bout d'un moment, son téléphone s'arrête et c'est le noir complet, ou du moins quasiment. Son téléphone est mort, plus de lumière, plus de repères. Juste cette odeur de moisissure et de métal froid qui colle à ses narines. Ses bras frôlent des murs humides. Ses mains cherchent un appui, n'importe quoi. Elle veut juste trouver un escalier, une porte, une fenêtre, en tout cas une sortie. Mais à chaque pas, elle entend leur voix. Lauriane, Lauriane, tu nous manques déjà. Elle serre les dents, elle veut crier, mais ça sortirait pas, sa gorge est sèche, brûlante. Elle est au bord de vomir, ses jambes flanchent presque à chaque pas, mais elle continue. Elle a plus le choix en fait. Un bruit de métal résonne au loin, un objet qu'on traîne, comme une chaîne ou une barre de fer. Elle dérape sur quelque chose, un vieux matelas, un tas de chiffons. Elle n'a même pas envie de savoir. Ses mains touchent un carrelage froid, puis du bois, une porte. Elle pousse et elle tombe dans un escalier. Ses genoux s'éclatent contre les marches. Sa lèvre se fend, mais elle se relève. De toute façon, elle n'a pas le choix. Elle descend encore et ça sent plus fort. L'humidité, le renfermé. Elle se retrouve dans ce qui ressemble à un sous-sol. L'air est plus dense. Le silence aussi. Il n'y a plus de voix, plus de rire, juste un écho dégueulasse. Elle marche et le sol colle. Elle en peut plus, elle veut que ça s'arrête. Et soudain, au fond de cette pièce qu'elle suppose être une ex-morgue ou un truc dans le genre, elle peut voir un filet de lumière. Ce petit filet de lumière, elle peut le voir à travers l'interstice de ce qui ressemble à une porte de service. Elle court comme si sa vie en dépendait. Et honnêtement, c'est un petit peu le cas. Au passage, elle shoot dans un truc et se défonce la cheville, mais bon, l'adrénaline fait le boulot et elle pousse la porte. Et là, c'est l'extérieur, l'air, la nuit. Elle sort, elle s'écroule dans la terre juste devant la porte. Elle est haletante, les mains dans la boue. Elle se retourne. La porte reste ouverte un instant, un courant d'air glacial en sort. Puis elle entend des pas, encore derrière elle. Elle se relève et trébuche de nouveau. Elle court encore, cette fois dehors. Elle traverse un terrain vague, contourne des bâtiments en ruine. Elle voit enfin des lampadaires au loin. Et une foutue route. Et qui dit route, dit civilisation. Quand elle arrive enfin à se voir, ses bras sont lacérés, son visage est sale, ses cheveux collent à son front tellement elle a transpiré. Mais elle ne s'arrête pas. Elle court jusqu'à la route, les mains tendues. Il y a un camion qui s'approche, elle se jette presque devant.
Le chauffeur pile et klaxonne. Elle se met à hurler et elle entend une portière qui claque, puis plus rien. Elle se souvient juste des bras qui la rattrapent et elle s'effondre. Depuis ce soir-là, Lauriane ne dort plus vraiment. Elle essaye pourtant. Elle ferme les yeux, elle compte les secondes, elle boit des tisanes au goût d'herbe un petit peu pourri. Elle laisse une veilleuse allumée dans sa chambre comme une gamine de 6 ans. C'est elle qui le dit. Moi je m'en fous si vous dormez avec quelque chose. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'à chaque fois qu'elle sombre un peu, elle entend encore leur voix. Elle revoit ces couloirs, ce noir compact, cet hôpital abandonné qui lui donne la chair de poule quand elle y repense. Et surtout, le truc qui l'inquiète le plus, c'est le moment où dans sa tête, il y a eu un ding. Cette petite voix qui lui a dit qu'elle n'allait pas s'en sortir. Et qu'ici, ce serait son dernier endroit, qu'elle mourrait sur place. Après ça, elle a changé de numéro, elle a supprimé Tinder, évidemment, supprimé toutes ses applis de rencontre d'ailleurs. Elle ne répond même plus aux numéros inconnus et elle ne sort plus seule. Elle a même déménagé, entre autres, pour cette raison et une autre qu'on ne sait pas. La police a bien voulu l'écouter un petit peu et ils l'ont interrogée à l'hôpital. Elle a tenté d'expliquer mais sa voix tremblait, ses phrases n'avaient pas de sens. Elle parlait d'un hôpital abandonné, de types qui la poursuivaient, de jeux chelous. Et ils ont envoyé une patrouille, ouais. Et ils sont revenus avec, rien. Aucun indice, aucun intrus, hein. Voilà. Les policiers ont juste dit que c'était un urbex comme les autres, que oui, c'était abandonné donc c'est un petit peu glauque. Mais ils ont rien trouvé de chelou. Il n'y a pas de caméra et ils ont trouvé personne quand ils sont allés sur les lieux. Du coup, ils ont juste son témoignage qui, du coup, pour eux, ne vaut pas grand chose. Ils lui ont posé des petites questions. Vous êtes certaine que vous n'avez rien consommé ce soir-là? Ce à quoi elle a répondu non, qu'elle ne consomme rien de toute façon tout le temps. Ce garçon, vous le connaissiez bien? Bah non, on s'est rencontrés sur Tinder, c'est tout. Il se pourrait que vous ayez mal interprété la situation. C'était peut-être un petit jeu de rôle, et puis bon, vous n'étiez pas réceptive. Comment vous dire qu'elle a compris très vite que les gars ne la croyaient pas, ou que soit ils voulaient pas trop s'emmerder avec cette affaire. Elle a laissé tomber, malheureusement. Elle tente de reprendre sa vie en main un jour après l'autre, mais au fond d'elle, il y a quelque chose qui a changé. Parce que avant, elle savait que des gens chelous, il y en avait partout. Mais elle n'était jamais vraiment tombée sur quelque chose comme ça. Et là, se dire qu'elle est tombée sur une organisation qui s'amuse à faire peur, sûrement à des jeunes femmes, ça lui fout une trouille d'enfer. Puisque elle ne sait pas ce qui arrive aux femmes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Elle finit son thread en disant qu'elle tente de se reconstruire petit à petit et poser cette histoire sur son clavier, ça l'aide énormément à souffler un bon coup. Comment vous dire qu'on est sur un énième thread Tinder qui part en cacahuète? Alors là, c'est pas sur le côté émotionnel ou quoi, c'est le côté ils organisent un piège mortel quasiment. Enfin, on sait pas, hein, mais bon, je pense que soit ils sont barjots, ça se trouve, ils auraient rien fait de plus, ils sont juste complètement starbés. Déjà, c'est très grave. Hein, parce que clairement, si elle veut pas, voilà. Mais peut-être qu'ils vont beaucoup plus loin, et ça, vaut mieux, heureusement, on l'a pas su. Et à chaque fois, les applications de rencontre, bon, là, à chaque fois, moi, je regarde Tinder, mais je sais qu'il y en a plein d'autres, hein, et que ça peut partir en cacahuète. Vous savez pourquoi? C'est simple, parce que qui dit Tinder dit relation en couple. Enfin, tu veux te mettre soit en couple, soit vouloir clic-clac-clouc. Et du coup, forcément, dans les relations humaines, il y en aura toujours. Il y aura toujours besoin de clouc-clouc-clouc. Et de se poser, de faire des couples et tout, donc forcément, voilà quoi, donc forcément il y aura toujours des histoires sur ces applis. Donc enfin, si après on laisse pas tomber ces applis ou quoi, donc franchement, les threads Tinder, moi j'en ai 50 000, je sais pas si vous avez, tiens, dites-moi si en plus de Tinder vous connaissez des sites, comme ça je chercherai peut-être d'autres sites que Tinder. Enfin, tu sais, quand moi je fais mes recherches de thread horreur, peut-être si je sais pas trop, je connais, tu sais, t'as les trucs français, Adopt, machin, nanani, mais j'en connais pas 3 milliards, donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez. Comme ça, moi, je pourrais faire mes recherches. Voilà, merci à vous. Bon, on passe au second thread. Alors, juste avant de commencer ce second thread, petite intro comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Delcor. Et si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis très content que le premier thread vous ait déjà plu. Donc déjà, si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu et un abonnement, ça aide énormément la chaîne. Sachant qu'en plus, au moment où je tourne, on a dépassé les 48 000 abonnés, donc 48 000 fois. Merci à vous. Il y a même plus que 48 000 parce qu'il y en a qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Donc merci à vous aussi, quoi qu'il arrive, ça fait toujours plaisir. Ça apporte du soutien à la chaîne. Après, si vous pouviez passer à l'abonnement, qui est gratuit en plus, donc ça me ferait encore plus plaisir. Et quand vous vous abonnez, n'hésitez pas à le dire, hein, comme ça, hop, je vous dis merci dans les commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent. Et dernière chose, avant de commencer ce second thread, normalement, on est sur une vidéo à 3 threads. Voilà. Je vais pas vous prendre plus de temps. On commence avec ce second thread.
ce thread, ça commence comme un petit week-end tranquille. Fanny, elle est au volant, les cheveux attachés à l'arrache, les lunettes de soleil en mode « Bon, j'ai dormi 4 heures, pas beaucoup ». Et Clara à côté qui chante beaucoup trop fort sur du vieux son des années 2000. À l'arrière, il y a Paul qui dort à moitié et Léo bouffe des chips comme si c'était son dernier repas. Ils sont sur une petite route paumée, entourée de champs et d'arbres qui font un peu flipper. C'est très typique d'une carte postale genre perdue au milieu de nulle part. L'ambiance est cool, il y a des blagues, t'as vu la tronche de ce panneau? Et Fanny qui râle parce que le GPS a encore fait des siennes. Du style tourner là-bas, au final c'était pas du tout la bonne route. Quand ils arrivent enfin, ils sont un peu partagés. La maison est belle, genre vieille ferme rénovée avec des volets rouges et une grande cour. Mais ce qui attire direct l'attention, c'est la grange au fond du terrain. Elle est vraiment vieille, tout en bois foncé avec des planches un peu tordues et un toit qui grince dès qu'il y a du vent. Elle fait tache dans le décor, comme si elle avait vraiment pas envie d'être là. Et Paul, en sortant les sacs, il dit « Elle est chelou ta grange ». Fanny lâche un petit « Ouais, grave », mais elle dit ça en rigolant. Même si au fond, elle trouve aussi qu'il y a un truc bizarre avec cette baraque. Genre, elle est trop calme, pas un bruit, même pas un oiseau. Clara, elle kiffe, elle sort direct son téléphone pour prendre des photos. Ils s'installent, chacun sa chambre, Léo tombe amoureux du canapé du salon. Paul fouille les placards en quête de bière et Fanny, elle, pose son sac dans une petite chambre à l'étage avec vue directe sur, la grange. Super, le soleil commence à se coucher et l'air devient un peu plus frais. Ils décident de sortir faire un feu, juste devant la grange. Clara a ramené des chamallows, Paul sort une enceinte et Léo allume les premières bûches comme un scout un petit peu trop fier. Et c'est là que Paul dit « Vous saviez qu'il y a des gens qui sont morts dans cette grange ?» Alors là, c'est le silence total. Fanny lève les yeux, Clara éclate de rire, mais lui, il sourit pas. « Non mais sérieux les gars, je vous jure, il y a une légende ici, un truc bien flippant. Autour du feu, les flammes crépitent et ça sent le bois brûlé, un peu trop sec. Clara croque dans un chamallow cramé, Léo scrolle sur son tel, même s'il y a quasiment pas de réseau. Et Fanny regarde Paul qui garde le silence, genre il prépare un truc. Et effectivement, il balance. J'ai lu un vieux truc tout à l'heure. Tout le monde le regarde, un peu intrigué. Des journaux poussiéreux, tout moisis, planqués dans la cave. Genre planqués derrière une vieille étagère. C'est chelou, mais je suis tombé dessus en fouillant. Clara plisse les yeux. Elle pense direct à une mise en scène à la con, mais Fanny, elle le connaît assez pour savoir qu'il bluffe pas. Ouais, et donc? Paul se penche un peu vers le feu, genre pour se mettre en mode conteur dramatique. C'était des articles locaux vieux de plus de 20 piges. Tous les journaux parlaient d'une histoire de disparition, ici, dans ce coin. Des gens qui venaient passer un week-end et qui repartaient jamais. Léo rigole doucement genre « Ok mec, ouais c'est bon, on a compris ». Mais Paul, il continue. Il y avait un truc récurrent dans plusieurs articles, une vieille grange, celle qu'on a derrière là. Apparemment, des voisins entendaient des cris parfois, des bruits chelous en pleine nuit, mais la police a jamais rien trouvé. Fanny sent un frisson dans son dos, elle tourne la tête vers l'ombre de la grange. Dans la lumière du feu, elle paraît encore plus sombre, plus grande, comme si elle écoutait. Et le plus bizarre, c'est que les mecs qui ont écrit les articles ont tous mentionné la même légende, une espèce de malédiction. Genre, tous les 20 ans, la grange réclame quelqu'un. Clara, elle éclate de rire et elle dit « Ok, c'est bon, stop, toi, t'as trop regardé les dossiers Warren, c'est bon, j'en ai marre de toi. » Je te jure que c'est écrit noir sur blanc, même les dates. Le dernier groupe à avoir disparu, c'était en 1998. Devinez quoi? Ça fera 20 ans cette année. Fanny regarde autour d'elle. La forêt est calme, trop calme. Même les grillons, ils se sont calmés. Le feu crépite un peu plus fort, comme pour casser le malaise. « Et tu crois à ces conneries, toi ?» demande Léo, un petit peu plus sérieux. Paul, il hausse les épaules. « J'en sais rien, mais je vous le dis, c'est pas une légende YouTube, c'est dans les journaux, des vrais journaux. Et le pire, c'est que dans certains articles, ils parlent pas de fantômes ou de malédiction. Ils disent juste que les gens se volatilisent. Aucun signe d'effraction, pas de cadavre, juste, y a plus rien. » Le silence s'installe, Fanny sent que l'ambiance a viré. Même Clara ne rigole plus. Léo regarde autour comme s'il attendait à voir un type sortir des bois. Fanny, elle, essaye de se rassurer. C'est que des conneries, c'est des vieux journaux pourris, mais il y a un petit truc au fond d'elle qui la serre. Comme si elle venait de signer pour une nuit de merde. Et au loin, dans la nuit noire, un claque retentit.
comme un bruit de porte qui bouge, ou de chaîne, ou elle sait pas trop. Mais elle sait une chose, personne n'est censé être là à part eux. Il est genre minuit passé quand ils décident de rentrer. Le feu crépite encore un peu mais ils le laissent mourir. Personne dit vraiment pourquoi mais ils ont tous la même sensation. Ça caille un peu trop et l'ambiance est redescendue bizarre. Clara de son côté fait la meuf détendue mais elle colle Fanny pendant qu'elle monte. Léo reste derrière, un peu silencieux, les mains dans les poches. Et Paul ferme la porte en mode bon, bah bonne chance à nous tous. La maison est calme, trop calme, le genre de calme où t'entends même ton propre souffle. Fanny monte les escaliers, le bois craque sous ses pieds. Elle fait pas la fière, surtout quand elle passe devant la fenêtre du couloir. Parce qu'en bas, dans la cour, elle voit juste l'ombre de la grange, énorme, immobile. Dans la chambre, Clara pose son sac par terre et s'écroule direct sur le lit. Bon, moi je dors, si la grange veut me sacrifier, elle attendra demain matin. Fanny rigole, mais pas très fort. Elle ferme la porte, tire les rideaux et s'enferme à double tour, juste au cas où. Vers 2h du matin, Fanny dort à moitié, quand un bruit la réveille. Clac. Un truc sec, métallique, pas fort mais assez pour la sortir du sommeil. Elle reste allongée, les yeux ouverts dans le noir, à essayer de capter si elle a rêvé ou pas. Puis, il y a un bruit, plus léger cette fois. C'est un grattement. Genre un ongle sur du bois, ou une bestiole, ou quelque chose en tout cas. Clara ? Sa pote répond pas. Elle dort comme une pierre, évidemment. Fanny se lève, va jusqu'à la fenêtre. Elle ouvre un tout petit peu le rideau. Pas grand chose dehors, juste la nuit noire comme l'enfer. Et une lumière, faible. Genre une ampoule toute pourrie qui pend du plafond de la grange. Elle est allumée. C'était pas allumé tout à l'heure, murmure Fanny pour elle-même. Elle recule direct, tire le rideau. C'est peut-être une minuterie, un capteur de mouvement ou juste un bug. Elle veut pas psychoter, même si son cœur commence à battre un peu plus vite. Elle retourne au lit, essaye de se rendormir, et bam! Cette fois, c'est net, un bruit de porte, quelque chose qui claque violemment. Fanny se redresse direct. Clara grogne un peu, genre c'était quoi ça? T'as entendu? Clara ouvre un œil, murmure un petit non, à moitié vivant, et elle se retourne. En tout cas, merci pour l'aide. Fanny sort de la chambre doucement, elle descend l'escalier, une main sur la rambarde. En bas, rien, c'est le silence total. Elle fait 2 pas vers la cuisine et là, elle voit la porte d'entrée. Elle est grande ouverte. Le vent entre doucement, ou peut-être que c'est pas le vent. Et juste là, sur le seuil, il y a une trace. Boueuse comme une chaussure, mais qui rentre dans la maison, pas qui sort. Fanny fixe la trace par terre, elle bouge pas, même pas un souffle. Genre, son cerveau bug. Elle se dit que c'est peut-être Paul ou Léo qui est sorti. Mais pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi ils auraient laissé la porte ouverte comme ça? Elle referme doucement, verrouille, puis reste un moment plantée là, l'oreille tendue. Y a rien, même les bruits d'insectes dehors, on dirait qu'ils ont disparu. Elle remonte sans bruit en essayant de pas faire craquer l'escalier. Et là, sur le palier, elle tombe sur Paul. T'as entendu aussi? Elle sursaute, il a la tête dans le cirage et les cheveux en vrac. Il est en t-shirt. Il y avait un bruit, fort, genre une porte ou un truc qui est tombé. Je pensais que c'était vous. Non, c'était pas nous. En plus, j'ai trouvé la porte ouverte. Paul plisse les yeux, l'air de pas trop piger. Ouverte? Ouais, ouverte. Et en plus, il y avait une trace de chaussure. Paul, il descend à son tour, pas rassuré du tout. Ils allument la lumière dans l'entrée, checkent tout, mais la trace a déjà séché, presque invisible. Fanny lui raconte tout en détail et il l'écoute sans faire le mec qui doute. Tu veux que je t'en dise une bonne? Elle hoche la tête. Tout à l'heure, quand vous étiez au feu de camp, je suis redescendu à la cave. J'avais laissé une lampe allumée là-bas et je voulais revoir le journal. Celui avec l'histoire de la grange. Ouais, c'est ça. Bah, en le feuilletant, il y avait des pages déchirées. Je suis sûr qu'elles y étaient pas avant. Genre quelqu'un les a arrachées. Pas déchirées par le temps. Et j'ai trouvé un nom au fond d'une page. La famille Smith. Tu connais? Fanny, elle secoue la tête. Non, mais on pourrait demander à Léo. Il dit qu'il connaît un peu la région. Paul a l'air ailleurs. Il regarde la porte comme si elle allait s'ouvrir toute seule. C'est chelou tout ça. T'as déjà vu un Airbnb avec des vieux journaux d'époque dans une cave? Et une grange dégueulasse jamais rénovée? Et une baraque avec autant de pièces vides? C'est flippant. Fanny commence à flipper pour de vrai. Parce que maintenant qu'il le dit, c'est vrai, tout semble avoir été gardé. Comme avant. Comme si ça devait pas bouger. Ils remontent ensemble. Fanny réveille Clara qui râle et Léo qui dort avec des écouteurs dans les oreilles, pisse totale. Elle raconte tout. Les bruits, la porte, la trace et le journal. Léo fronce les sourcils. Attends, Smith? Ça me dit un truc.
crois qu'il y avait une histoire d'une famille du coin qui a disparu, genre il y a super longtemps. On disait qu'ils vivaient isolés et que la ferme où ils étaient a jamais été vendue. Clara, maintenant bien réveillée, les regarde tous. Vous êtes sérieux là? On est dans un putain de film d'horreur ou quoi? Un silence qui s'installe et puis d'un coup, un gling, un bruit net, métallique, comme une chaîne qu'on traîne sur le sol, juste en dessous d'eux, dans la cave. Fanny, Paul, Clara et Léo se fichent tous. Et cette fois, il n'y a pas de doute, ils l'ont tous entendu. Pendant une seconde, personne ne bouge, genre vraiment, même pas un souffle. Ils se regardent tous, les yeux écarquillés. Le bruit est venu d'en bas et c'est sûr. C'était quoi ça? C'était une chaîne, je crois, répond Léo qui, pour une fois, ne rigole pas du tout. Ils descendent tous les escaliers pour se retrouver devant la porte de la cave. Paul s'approche de la porte et il pose l'oreille dessus. Fanny a envie de lui dire d'arrêter, mais sa gorge est trop serrée. Puis soudain, clac, une sorte de petit coup sec, comme si quelque chose venait de tomber ou de s'ouvrir. C'est quoi ce délire, souffle Paul. Il ouvre la porte doucement, l'escalier est plongé dans le noir. Il sent un souffle d'air frais remonter, avec une odeur bizarre. Un truc entre l'humidité et un truc plus chelou, un peu métallique. Bon, on descend? Il demande ça en voulant faire le courageux, mais ses mains tremblent. Fanny prend une grande inspiration. Elle chope son téléphone et allume la lampe torche. Clara reste accrochée à elle. Léo chope un balai, le seul truc défensif qu'il trouve, et Paul descend le premier. Chaque marche grince, l'ambiance est glauque, étouffante. Les murs de pierre suintent un peu et l'ampoule au plafond clignote comme dans un vieux film d'horreur bien pourri. Hé, regardez ça! Au sol se trouvent 4 petites poupées à leur effigie. Les 4 amis sont trop choqués pour faire le moindre mouvement. Fanny décide de poser la question qui la taraude. Lequel de ses amis joue avec eux? C'est sûrement l'un d'entre eux qui a contacté Brian ou Elena pour qu'ils viennent en cachette pour faire du bruit dans la maison et les faire flipper. Mais tout le monde la dévisage et Paul prend la parole et lui dit qu'il n'a contacté personne. Cela va de même pour Clara et Léo. Ils prennent leur poupée entre leurs mains et une substance noire en ressort. Tout le monde pousse un cri car c'est dégueulasse et ça pue également. Mais le pire, c'est qu'ils ont l'impression que cette substance rentre dans leur peau. Elle pique et ça gratte. Tout le monde commence à courir pour remonter et nettoyer ce truc qui colle. Clara crie et pleure que ça ne veut pas s'enlever malgré qu'elle frotte et effectivement, ça ne s'enlève pas. Fanny se murmure à elle-même. Putain, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc qui veut pas s'enlever? Après un certain temps, aucun d'entre eux n'a réussi à enlever ne serait-ce qu'un peu de ce liquide. Alors, ils décident de regarder sur internet, mais rien. Léo, déboussolé, demande s'ils doivent aller à l'hôpital, mais aucun ne répond. Ils ne savent pas, les démangeaisons se sont arrêtées. Il n'y a plus que cette couleur noire sur leurs mains. Et puis l'hôpital aux États-Unis, c'est pas donné, surtout que eux sont étudiants. Donc ils décident de ne pas y aller, enfin, pas tout de suite. Ils verront demain si tout est ok, ils géreront la situation, ils partent dormir. Enfin, ils ne vont pas dormir dans des chambres séparées, ils vont tous dormir dans la même chambre. Ils ont trop la trouille depuis qu'ils savent que quelqu'un a pénétré leur Airbnb. Fanny, avant de dormir, rage et leur dit que demain, elle appellera le proprio pour se faire rembourser. Et si jamais il veut pas, eh ben, elle appellera les flics. Mais même pas une heure après, Fanny se réveille. Elle a la tête qui tourne et tous ses amis tanguent. Elle les réveille et elle peut voir que tout le monde est dans le même état qu'elle. Elle essaye de se lever, mais elle tombe la tête la première par terre. Paul essaye de l'aider à se relever, mais il finit également au sol. Puis ils entendent des bruits. Quelqu'un griffe les murs de la maison. Il y a quelque chose qui coule depuis les murs. Quelque chose de sombre. Cette chose s'approche et elle découvre avec horreur que c'est du sang. Elle recule et commence à crier. Les autres essayent de se lever, mais ils sont dans un état comme le sien. Puis un sifflement se fait entendre dans la maison. Terrifiant. Des bruits de pas se font entendre dans les escaliers. Une odeur putride pénètre les narines de tout le monde. Fanny a plus qu'une envie, c'est de vomir. Elle se bouche le nez et elle peut entendre un bourdonnement s'approcher de leur porte, comme s'ils se faisaient attaquer par des centaines, voire des milliers de mouches. Les pas s'approchent de la porte, puis s'arrêtent. Ils entendent que quelqu'un essaye d'ouvrir la porte, mais n'y arrive pas. Clara a verrouillé la porte pour plus de sécurité. Mais celle-ci essaye d'étouffer un sanglot, et c'est à ce moment-là que l'horreur arrive. Par l'interstice en dessous de la porte, eh bien, des centaines de mouches envahissent la pièce. Puis ils commencent à s'assembler et former quelque chose. Fanny voit flou et elle sue intensément.
Elle suppose que ses amis sont dans le même état. Elle comprend alors que cette substance noire en est sûrement la cause. Ils essayent de courir pour ouvrir la porte, mais les mains de Léo tremblent et il panique. Les gars, j'arrive pas à voir la serrure. La silhouette est complètement apparue et la pièce est remplie de mouches. Elle n'ose même plus respirer tellement il y en a. L'espèce de silhouette a pris l'apparence d'un homme mouche et elle saisit Fanny par les cheveux, la lève et essaye de lui faire écarter la bouche. Elle résiste tant bien que mal, elle est sur le point de craquer car elle doit respirer. La porte s'ouvre et ses amis remarquent qu'elle est retenue par cette silhouette. C'est à ce moment-là que Paul, désespéré, commence à réciter la Bible. Cette silhouette semble rire, un rire démoniaque, puisque Paul connaît à moitié les phrases. Mais cela commence à affecter cette silhouette ou cet homme quand Clara et Léo se joignent à lui pour réciter ses paroles. Quelques mouches ont réussi à s'infiltrer dans Fanny par ses narines et ses oreilles malheureusement. Tout d'un coup, toutes les mouches tombent au sol. Elles sont mortes. Clara, Léo et Paul semblent avoir retrouvé l'équilibre et se sentent un petit peu mieux. Fanny, quant à elle, ressent quelque chose de bizarre en elle. Elle a l'impression d'avoir un corps étranger à l'intérieur d'elle. Mais ils ne s'attardent pas trop dessus. Tous décident qu'il faut se casser d'ici. Ils prennent leurs affaires et se cassent. Quelques heures plus tard, ils sont tous allés à l'hôpital pour faire un examen. La marque noire a disparu de leur peau et les médecins leur ont dit que tout allait bien chez eux. Ils sont donc repartis dans leur famille et Fanny, en arrivant chez elle, elle a défait ses valises et elle a retrouvé sa poupée. Pourtant, elle est sûre de ne pas l'avoir emportée. Ils sont partis en 4e vitesse et clairement, elle ne serait pas descendue à la cave pour la mettre dans ses affaires. Elle en a parlé à ses amis et c'est la seule qui a retrouvé sa poupée dans sa valise. Et vraiment, elle a peur. Elle ne sait pas quoi faire. C'est pourquoi elle demande de l'aide. Elle fait de plus en plus de cauchemars, elle fait des paralysies du sommeil et elle a l'impression d'être observée à chaque fois, même chez elle. Elle a essayé de se rendre à l'église plusieurs fois et elle avait comme cette impression qu'elle n'était pas la bienvenue dans cette église. Elle est restée bloquée là devant car son corps ne voulait pas bouger. Elle a besoin d'aide, elle supplie que quelqu'un lui vienne en aide. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread. Ma foi, là ce sera en fonction de vos croyances. Faites ce que vous voulez, vous y croyez pas. Voilà, chacun ses croyances. En tout cas, moi l'histoire, je l'ai bien aimé, ça change de d'habitude. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, moi j'y crois pas. Moi je peux pas vous dire à 100%, les gars, j'y crois, c'est parfait, machin. Voilà, la personne partage ça, ça a du sens, c'est horrifique, c'est du paranormal un petit peu, ou réel, je sais pas, peut-être ça s'est vraiment passé, je peux pas vous dire, moi j'en sais rien, j'étais pas là, j'étais pas avec Fanny, Paul, Léo, Clara, voilà, j'étais pas là, donc je peux pas vous dire. En vrai, d'un côté, j'espère que c'est pas vrai, parce que sinon, t'imagines le délire, c'est une horreur. Et en plus de ça, là, tu le racontes à quelqu'un, bah justement, plein de gens vont pas te croire, donc c'est une dinguerie. Allez, on passe au thread suivant. L'histoire que je vais vous partager aujourd'hui, c'est celle de Rosa, 24 ans, originaire du Kentucky. Du coup, c'est aux États-Unis au cas où. Rosa, elle est là, chez elle, en train de regarder une série sur Netflix. C'est son jour de repos et elle compte bien en profiter pour se détendre. Sauf que là, son téléphone vibre. Elle regarde l'écran et c'est un numéro inconnu. Elle hésite mais finit par décrocher. Allô ? Oui ? La voix de l'autre côté est grave, un peu rauque. Salut Rosa, ça fait longtemps que je te regarde. Rosa, elle a un frisson qui lui parcourt le dos. Elle raccroche direct, se dit comme tout le monde le ferait, c'est quoi ce bordel ? Elle essaye de se convaincre que c'est juste un prank, un appel de merde comme il y en a plein. Sauf que 5 minutes plus tard, son téléphone vibre à nouveau. C'est toujours un numéro inconnu, elle ignore l'appel, mais cette fois, elle reçoit un message. Pourquoi tu raccroches ? Je veux juste te parler. Rosa, elle commence à flipper, elle bloque le numéro, mais ça l'empêche pas de se sentir mal à l'aise. Elle essaye de se concentrer sur sa série, mais elle n'y arrive pas. Elle se dit que c'est peut-être un ex ou un mec qu'elle a croisé dans un bar, mais elle n'arrive pas à mettre un visage sur cette voix. Le lendemain, elle va au boulot, comme d'habitude. Elle travaille dans un petit café en centre-ville. Et elle adore son job en vrai. Sauf que là, en arrivant, elle voit une enveloppe posée sur le comptoir, avec son nom écrit dessus. Elle l'ouvre et c'est une photo d'elle, prise hier soir, chez elle, à travers sa fenêtre. Elle est là, sur son canapé, en train de regarder Netflix et quelqu'un l'a prise en photo sans qu'elle le sache. Rosa, elle est en mode panique totale. Elle montre la photo à sa collègue Sarah qui lui dit direct « Faut appeler la police là, c'est grave ». Rosa, elle hésite, elle se dit que c'est peut-être un coup de quelqu'un qu'elle connaît, mais elle sait pas qui.
Elle décide de ne pas appeler la police tout de suite, mais elle commence à faire gaffe à tout. Le soir, en rentrant chez elle, elle vérifie toutes les serrures, ferme les rideaux et elle essaye de se calmer. Sauf que là, son téléphone vibre à nouveau. C'est de nouveau un numéro inconnu. Elle décide de répondre cette fois pour essayer de comprendre. « Allô, qu'est-ce que tu me veux ?» La voix de l'autre côté est toujours aussi calme, presque trop calme. « Je t'ai dit, Rosa, je veux juste te parler. T'es si belle, tu sais. J'adore te regarder. » Rosa, elle sent la nausée monter. « Écoute, je sais pas qui tu es, mais si tu continues, je vais devoir appeler la police. » Le mec rigole. « Tu crois que la police peut m'arrêter ? Je suis partout, Rosa. Je te vois tout le temps. » Elle raccroche, les mains qui tremblent. Elle décide d'appeler la police, mais ils lui disent qu'ils peuvent pas faire grand-chose sans preuve solide. Elle se sent coincée. Elle est impuissante. Les jours passent et les messages continuent. Parfois, c'est des textos, parfois, c'est des appels. Une fois, elle reçoit un colis à son travail avec une robe dedans. Quasiment la même robe qu'elle a portée le lundi en venant au travail. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Rosa, elle commence à perdre le sommeil. Elle se sent observée tout le temps. Elle change ses habitudes, prend des chemins différents pour rentrer chez elle. Mais elle a l'impression que ça change rien. Un soir, en rentrant, elle voit une ombre devant chez elle. Elle se met à courir, mais quand elle arrive, il n'y a personne. Un jour, elle décide de prendre les choses en main. Elle achète une caméra de surveillance et l'installe devant chez elle. Elle veut attraper ce mec une fois pour toutes. Sauf que le lendemain soir, quand elle regarde les images, elle voit rien. Juste elle qui rentre chez elle. Et puis, une ombre qui passe vite. Trop vite pour être reconnue. Et puis un soir, ça dégénère. Elle est chez elle, en train de cuisiner. Normal quand elle entend un bruit à la porte. Elle regarde par l'œilleton, mais il n'y a personne. Elle ouvre la porte, juste un peu pour vérifier, et là, elle voit une main qui se glisse dans l'entrebâillement. Elle pousse la porte de toutes ses forces, mais la main est toujours là, et elle entend la voix. Cette voix qui la hante depuis des semaines. « Rosa, laisse-moi rentrer, je veux juste te parler. » Elle hurle, pousse la porte encore plus fort, et l'homme derrière la porte crie de douleur. Elle arrive enfin à fermer la porte. Elle verrouille tout, appelle la police, mais quand ils arrivent, il n'y a plus personne. Rosa, elle est là chez elle, le cœur encore en vrac après l'incident de la porte. Elle a verrouillé tout, mis la chaîne de sécurité et même poussé une chaise contre la poignée pour être sûre. Mais elle sait que ça suffira pas. Ce mec apparemment, il a l'air déterminé et elle a l'impression qu'il va jamais lâcher l'affaire. Le lendemain matin, elle sort de chez elle, encore sous le choc, et là, elle voit sa voiture. Enfin, ce qu'il en reste, puisque sur le capot, il y a des lettres gravées. Comme si quelqu'un avait utilisé un couteau ou un truc pointu. Sur le capot, c'est écrit « I see you », en mode « je te vois ». Rosa, elle a la nausée, elle touche les lettres, comme pour vérifier que c'est bien réel. Et elle se dit qu'elle peut plus vivre comme ça. Elle appelle la police encore une fois, mais ils lui disent la même chose. Sans preuve solide, ils peuvent pas faire grand chose. Elle se sent abandonnée, seule face à ce cauchemar. Le soir, en rentrant du boulot, elle trouve un paquet devant sa porte. C'est une boîte en carton avec son nom écrit dessus. Elle a trop peur pour l'ouvrir, mais elle sait qu'elle doit le faire. Pourquoi? Me demandez pas. Elle met des gants, ouvre la boîte et là, elle voit un lapin mort, les yeux grands ouverts, comme si on l'avait tué exprès. Rosa, elle hurle, jette la boîte par terre, non pas par manque de respect envers l'animal, mais surtout, c'était une sorte de réflexe. Elle recule jusqu'à ce que son dos touche un mur. Elle se dit que ce mec, il est vraiment malade. Elle prend son téléphone, appelle sa collègue qui vient la chercher direct. Rosa, elle passe la nuit chez elle, mais elle sait qu'elle peut pas rester là pour toujours. Les jours suivants, elle essaye de reprendre le contrôle. Elle achète une bombe au poivre, un taser et commence à suivre des cours d'autodéfense en ligne. Elle sait que ce mec, il va revenir et elle veut être prête. Et puis un soir, ça arrive. Elle rentre chez elle, épuisée après une longue journée de travail. Elle ouvre la porte, entre et là, elle sent une présence derrière elle. Elle se retourne, mais c'est trop tard. Le mec, il est là, dans sa maison. Il porte une capuche, mais elle voit ses yeux. Ils sont brillants d'une lueur démoniaque. « Rosa, enfin, je savais que tu reviendrais. » En même temps, c'est chez elle, donc c'était pas forcément très dur. Elle essaye de crier, mais il lui met la main sur la bouche. Elle se débat, mais il est plus fort qu'elle. Il la pousse contre le mur et elle sent un souffle chaud sur son visage. « T'es si belle, tu sais, j'ai attendu si longtemps pour te toucher. » Rosa, elle panique, mais elle se souvient des cours d'autodéfense. Elle lève son genou directement dans ses parties génitales avec toute la force qu'elle a. Le mec lâche prise, plié en deux, et elle en profite pour lui balancer un coup de poing dans la gorge. Il tombe à genoux, haletant, et elle attrape la bombe au poivre dans son sac. Elle lui en vaporise plein la gueule et il se met à hurler, les mains sur les yeux. Elle prend le taser, lui envoie une décharge et il se met à trembler comme une feuille avant de s'effondrer par terre. Rosa appelle la police, les mains encore tremblantes.
Quand ils arrivent, ils trouvent le mec par terre, toujours en train de gémir. Parce que oui, déjà, ils ont été super rapides comme elle le dit. Et en plus de ça, dès qu'il a essayé de se relever, elle a mis autant de coups qu'il fallait pour qu'il soit calmé comme jamais. Ils l'ont arrêté et Rosa, elle peut enfin respirer. Le mec, c'était un gars qu'elle avait croisé une fois dans un café des mois avant. Il l'avait vue, avait décidé qu'elle était la femme de sa vie. Et il avait commencé à la suivre partout. Il avait tout planifié, tout organisé, mais il n'avait pas prévu qu'elle se défendrait. Pour vous dire, elle voit tellement de clients dans sa vie de tous les jours qu'elle ne se souvenait même pas de l'avoir vu un jour. Après ces événements, elle a décidé de changer de numéro au cas où et elle a pris un chien. Bon, elle nous dit que c'est pas un chien de défense, mais de toute façon c'était pas fait pour ça, mais c'est toujours un petit plus. Si jamais c'est un beagle, voilà, ça ressemble à ça. C'est sûr que c'est pas un chien de défense de fou, mais c'est un chien de chasse et tout, et donc ça fera toujours le boulot, hein. Des petits aboiements, ça fait toujours le boulot. Et voilà, c'est comme ça que se termine son thread. T'as déjà eu cette sensation que quelque chose te suit, même quand t'es rentré chez toi? Eh bien, Oren pensait juste faire un petit break, respirer un peu, seule au milieu de la forêt. Mais ce qu'elle a ramené avec elle, c'est pas du tout ce qu'elle croyait. Revenons un peu en arrière quand Oren gare sa voiture au bord d'un chemin de terre. Devant elle, une immense forêt s'étend à perte de vue, sombre et silencieuse. L'endroit est parfait pour s'éloigner de tout, du bruit de la ville, des notifications incessantes, du stress du quotidien. Elle attrape son sac à dos et sa tente, puis s'enfonce dans les bois, suivant un petit sentier recouvert de feuilles mortes. L'air est frais, presque trop froid pour la saison. Oren frissonne, resserre son écharpe autour de son cou et continue à avancer. Bon, elle nous dit qu'il fait un petit peu trop froid pour la saison, mais elle a quand même une écharpe. Donc, c'est pas trop ce qu'elle veut, mais c'est pas grave, c'est pas le but du truc. Après une dizaine de minutes, elle trouve une clairière assez spacieuse pour installer son campement. L'endroit est calme, presque un petit peu trop. Pas un chant d'oiseaux, pas un bruissement d'insectes, juste le vent qui s'engouffre entre les arbres et le craquement des branches sous ses pas. Elle pose son sac et commence à monter sa tente. Elle y arrive avec un peu de difficulté et pourtant c'est pas la première fois qu'elle le fait. Mais bon, le truc c'est qu'il y a une sensation étrange qui s'installe peu à peu en elle, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. Elle se retourne brusquement. Y a rien, juste les arbres figés dans l'obscurité grandissante. Ma cocotte, je crois que t'es en train de te faire des films, ce qu'elle se dit pour elle-même. Elle secoue la tête et elle continue. Une fois la tente montée, elle allume un petit feu avec précaution et sort une boîte de conserve de son sac. Manger au milieu de la nature, seule sous le ciel étoilé. À la base, c'est censé être une expérience apaisante. Mais ce soir, il y a quelque chose qui cloche. Alors qu'elle porte sa cuillère à sa bouche, un bruit sec résonne derrière elle. Une branche qui se casse. Oren se fige. Son cœur accélère. Elle tourne lentement la tête, scrutant l'obscurité. Elle s'éclaire avec la lampe de son téléphone, mais ne voit rien d'anormal. Bon, elle se dit que c'est sûrement un animal. Mais l'inquiétude ne la quitte pas pour autant. Elle sent une présence. Elle est oppressante et lourde. C'est un peu comme un regard qui transperce sa peau. Elle avale rapidement le reste de son repas et éteint le feu, laissant la lune éclairer faiblement la clairière. L'idée de rester assise à attendre que la nuit passe l'angoisse. Peut-être qu'un peu de marche l'aidera à se détendre. Elle attrape son téléphone, active la lampe torche et s'enfonce dans le sous-bois. Au bout de quelques minutes, elle remarque quelque chose d'étrange sur un tronc d'arbre. Une gravure, un symbole qu'elle ne reconnaît pas, mais qui lui inspire un profond malaise. Plus loin, d'autres marques similaires apparaissent sur les arbres, certaines tracées à même le sol. C'est des formes géométriques tordues, des inscriptions qu'elle ne comprend pas. Un frisson glacé lui parcourt l'échine. Elle ne devrait pas être là. Puis elle entend un son, un murmure, lointain, incompréhensible. Son souffle se coupe, la lumière de son téléphone tremble légèrement sous l'effet de ses mains moites. Elle pivote lentement et aperçoit à travers les feuillages une faible lueur orangée. C'est un peu comme une sorte de feu de camp. Des ombres s'agitent autour. Oren retient son souffle. Est-ce que c'est un rituel? Elle n'en sait rien. Ses doigts serrent son téléphone à s'en blanchir les phalanges. Elle recule doucement, tentant de faire le moins de bruit possible. Et pourtant, son instinct lui hurle de fuir. Sans attendre plus longtemps, elle tourne les talons et marche aussi vite que possible vers son campement. Elle a l'impression que quelque chose la suit, que le murmure persiste dans son dos. Mais quand elle atteint enfin sa tente, tout redevient silencieux. Elle s'enferme à l'intérieur, ferme la fermeture éclair et se recroqueville sur son sac de couchage. Son cœur bat encore à toute vitesse, incapable de dormir après ça.
Dehors, le vent souffle légèrement dans les arbres, mais Oren sait que ce n'est pas le vent qu'elle a entendu tout à l'heure. Oren reste allongée dans sa tente, les yeux grands ouverts, son cœur tambourine encore dans sa poitrine. Elle tend l'oreille, mais tout semble calme, trop calme. Elle se répète que ce n'était probablement rien, juste des campeurs un peu bizarres, mais ces symboles et ces murmures. Elle ferme les yeux un instant, essayant de se concentrer sur sa respiration. Lentement, elle se détend un peu, la fatigue commence à l'emporter. Ses paupières deviennent lourdes. Juste au moment où elle sombre, un bruit sec la fait sursauter. Une brindille qui craque, tout près. Oren se redresse d'un coup, son souffle suspendu. La tente est minuscule et le tissu trop fin pour offrir une vraie protection. La lumière de son téléphone éclaire à peine l'intérieur. Puis un autre bruit, des pas, lents et pesants. Elle ose à peine respirer. L'ombre d'une silhouette passe juste devant sa tente. Oren se fige, son sang glacé. Elle n'arrive pas à voir distinctement à travers la toile. Juste une masse sombre qui se déplace. Est-ce que c'est un humain ou un animal? La silhouette s'arrête juste là. Elle serre son téléphone entre ses mains tremblantes. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression qu'il va trahir sa présence. Puis lentement, la silhouette s'éloigne. Oren reste immobile, incapable de bouger, pendant ce qui lui semble être une éternité. Seule sa respiration saccadée rompt le silence. Elle tend la main et attrape lentement la fermeture éclair de la tente. Ses doigts sont moites, mais elle réussit à ouvrir juste assez pour jeter un coup d'œil dehors. La clairière est vide, mais quelque chose cloche. À quelques mètres d'elle, sur le sol, elle aperçoit des symboles, les mêmes qu'elle a vus plus tôt. Mais ils ne sont plus seulement sur les arbres, ils encerclent sa tente. Elle n'avait pas vu ça avant de se coucher. Quelqu'un ou quelque chose les a fait pendant qu'elle était à l'intérieur. Un frisson d'horreur la traverse. Elle referme doucement la tente, le souffle court. Elle ne peut pas rester ici. Mais où est-ce qu'elle irait? La forêt est immense et elle ignore si ceux qui ont gravé ces symboles sont encore là, cachés dans l'obscurité. Soudain, un bruit sourd résonne à quelques mètres, comme si quelque chose venait de tomber. Non, là c'est clair, elle n'est pas seule. La panique monte, elle attrape son sac, cherche son couteau de camping, mais ses mains tremblent trop. Puis, il y a un autre bruit, juste derrière la tente. Quelque chose gratte lentement la toile. Oren serre les dents pour ne pas crier. Le grattement continue, méthodique, insistant, comme si quelque chose testait la tente, cherchant à entrer. Puis, un chuchotement, un murmure indistinct, guttural, comme un souffle trop proche. Elle ferme les yeux, retenant un sanglot, et puis, plus rien. C'est le silence absolu. Oren attend, le corps crispé, chaque muscle tendu. Elle n'ose pas bouger de peur de briser ce moment suspendu. Les secondes s'égrènent, interminables. Finalement, elle entend un bruit de pas qui s'éloigne lentement. Elle attend encore, le cœur battant à tout rompre. Puis, après un long moment, elle ose enfin respirer normalement. Le silence, c'est ça qui la réveille. Pas d'oiseaux, pas de bruissement de feuilles dans la brise matinale. Juste rien en fait, un vide oppressant. Oren ouvre lentement les yeux, la gorge sèche. Son corps est raide d'avoir dormi dans une position inconfortable. Elle est recroquevillée sur elle-même. La nuit a été une véritable torture. À chaque bruit suspect, elle a sursauté, retenant son souffle. Elle n'a pas osé sortir, ni même bouger. Son téléphone lui glisse des mains alors qu'elle essaye de s'étirer. Plus de batterie. Génial, elle l'a laissé tourner toute la nuit. C'est normal, elle avait trop peur et elle a laissé allumer sa lampe torche. Bon, elle essaye d'écouter, mais y a rien. Alors c'est vrai, peut-être qu'elle a tout imaginé. Peut-être que son esprit lui a joué des tours après avoir vu ce satané rituel. Bon, elle tente de s'en convaincre, mais son cœur bat déjà trop vite. Prenant une grande inspiration, elle décide qu'il est temps de partir. Elle ne compte pas rester une minute de plus dans cette forêt. Oren attrape son sac et dézippe lentement l'entrée de sa tente. Son sang se glace. Juste devant elle, à même le sol, des symboles gravés dans la terre, des formes incompréhensibles, des cercles entrelacés, des signes qui lui rappellent ceux qu'elle a vus la veille. Elle étouffe un cri et jette un regard affolé autour d'elle. Tout autour de sa tente, les symboles sont partout, comme une sorte de piège qui s'est refermé sur elle. Ses jambes menacent de la lâcher, quelqu'un est venu ici cette nuit même. Elle lutte contre la panique et s'oblige à respirer lentement. Ce n'est clairement pas le moment de perdre ses moyens. Elle ramasse son sac en vitesse, range ce qu'elle peut en tremblant. Elle lève les yeux vers les arbres et c'est là qu'elle les voit. Suspendus aux branches, des morceaux de tissu noir accrochés par des cordes grossières,
flottant légèrement dans la brise. Il y a des sortes d'amulettes en bois sculptées aux formes tordues qui pendent comme des sortes d'avertissements silencieux. Et puis, son estomac se retourne. Juste devant elle, sur un tronc d'arbre, un message gravé, à même l'écorce. On t'a vu. Un frisson lui parcourt l'échine, c'est impossible. Ses jambes bougent avant même qu'elle ne réfléchisse. Elle se met à courir. Ses chaussures s'enfoncent dans la terre humide, ses bras fouettent les branches basses, mais elle ne s'arrête pas. Son souffle est court, son cœur cogne dans sa poitrine. Elle n'a qu'une seule idée en tête, sortir de cette foutue forêt. Le sentier qu'elle a emprunté en arrivant lui paraît plus long, plus sinistre. Elle trébuche, manque de tomber, mais se rattrape de justesse. Ne pas s'arrêter, elle a la sensation d'être suivie. Pas de bruit de pas, mais une présence, quelque chose qui l'observe. Elle aperçoit enfin l'orée de la forêt. Encore quelques mètres. Elle sort en trompe du sous-bois et atteint sa voiture. Les clés tremblent dans ses mains, alors qu'elle essaye d'ouvrir la portière. Elle jette un dernier regard derrière elle. La forêt est silencieuse, même un petit peu trop silencieuse. Elle monte en voiture, démarre en trombe et s'éloigne aussi vite que possible. Mais même en quittant la forêt, elle sent que quelque chose l'a suivie. Oren roule vite, trop vite. Elle dépasse sûrement les limites de vitesse. Mais bon, ses mains sont crispées sur le volant. Elle jette des coups d'œil frénétiques dans son rétroviseur. Y a rien, juste la route déserte et la forêt qui s'éloigne. Elle allume la radio pour briser le silence oppressant. Elle change de station, toujours rien. Un sifflement parasite s'élève, strident, comme un gémissement lointain. Son cœur rate un battement. Elle éteint la radio d'un geste brusque. L'air dans la voiture est lourd, comme si quelque chose d'invisible pesait sur ses épaules. Elle secoue la tête, essayant de rationaliser. C'est le stress, la fatigue, rien d'autre. Elle n'a dormi que par à-coups cette nuit, donc son cerveau lui joue des tours sûrement. Mais alors qu'elle fixe la route, un mouvement attire son regard dans le rétroviseur. Il y a une silhouette, assise sur la banquette arrière, noire, immobile. Oren freine brutalement. La voiture crisse sur l'asphalte et s'arrête en plein milieu de la route. Elle se retourne d'un coup, le souffle court. Mais il y a rien, il y a juste des sièges vides en fait. Ses mains tremblent alors qu'elle reprend le volant. Elle doit rentrer, se met en sécurité. Elle redémarre et accélère, ignorant son cœur qui tambourine dans sa poitrine. Et les kilomètres défilent dans un brouillard d'angoisse. Lorsqu'elle atteint enfin sa maison, elle se jette hors de la voiture et claque la portière, les clés tremblantes dans ses mains. Elle ne se sent pas en sécurité dehors, pas après ce qu'elle vient de vivre. Elle entre précipitamment et verrouille la porte derrière elle. C'est le silence dans sa maison, elle ferme les yeux et expire lentement. Elle est chez elle. Ici, rien ne peut lui arriver. Mais alors qu'elle se dirige vers le salon, un frisson lui remonte l'échine. Non, il y a quelque chose qui cloche, même chez elle. L'air est glacial, son regard tombe sur le miroir du couloir. Et là, son cœur s'arrête. Derrière elle, dans le reflet, une main noire agrippe le cadre de la porte. Elle se retourne en hurlant. Mais il n'y a rien. Juste l'ombre tremblante des rideaux qui bouge légèrement avec le courant d'air. Elle pose une main sur sa bouche, tentant de contenir un sanglot. Elle hallucine, c'est pas possible autrement. Elle doit dormir, se reposer. Elle en a bien besoin. Mais alors qu'elle monte lentement les escaliers pour rejoindre sa chambre, elle entend un léger grattement contre le mur. En gros, comme s'il y avait des ongles qui grattaient un mur. Elle s'arrête net, elle regarde autour d'elle, mais tout semble normal. Puis, elle sent quelque chose, une présence, un souffle glacé qui effleure sa nuque. Elle n'ose pas bouger, son corps est figé, son cœur battant à tout rompre. Puis, dans un murmure presque inaudible, elle entend son prénom. Oren. Elle se met à hurler et se précipite dans sa chambre, claquant la porte derrière elle. Elle se laisse tomber contre le bois, les larmes aux yeux. Elle n'est pas folle, il y a bien quelque chose qui l'a suivie. Oren n'a pas dormi, en fait, c'est impossible. Toute la journée et la nuit, elle est restée recroquevillée sur son lit, le dos contre le mur, fixant la porte comme si elle allait s'ouvrir à tout moment. Chaque bruit, chaque ombre projetée par les phares d'une voiture au loin la faisait sursauter. Maintenant, le matin est là, mais ça la rassure pas pour autant. Elle se lève, fébrile, et se traîne jusqu'à la salle de bain. Son visage dans le miroir lui fait peur. Cerne noire, teint blafard, elle a l'impression de ne plus être tout à fait elle-même. Puis son regard tombe sur son avant-bras. Il y a des griffures, 3 longues marques rouges, comme tracées par des ongles. Son souffle se bloque. Elle n'a rien senti. Elle n'a rien fait pour se blesser. Ses mains tremblent alors qu'elle soulève son t-shirt. Sur son dos aussi, des traces identiques. Elle lâche un cri de panique et recule, heurtant le lavabo.
c'est quoi ce délire? C'est pas possible. Elle se dit que c'est dans sa tête, ça peut que être dans sa tête. Mais alors qu'elle tente de se calmer, il y a un bruit qui la fige. Un grattement, lent et régulier. Elle tend l'oreille et ça vient du mur, juste derrière le miroir. Ses doigts se crispent sur le bord du lavabo. Non, elle ne doit pas céder à la panique. Elle inspire profondément, fixe son reflet et se force à ouvrir le placard derrière le miroir. Il y a des flacons de shampoing, des boîtes de coton, des médicaments, bref, rien d'anormal. Elle referme doucement et là, juste derrière elle, dans le reflet, il y a des mains, noires, décharnées, accrochées au haut du cadre, comme si quelque chose essayait de sortir du miroir. Oren hurle et pivote violemment. Il n'y a rien. Son cœur cogne dans sa poitrine. Elle doit sortir de cette salle de bain, de cette maison. Et maintenant, elle attrape son téléphone et compose le numéro de son mari. La seule chose qu'elle se dit dans sa tête, c'est « Réponds, réponds s'il te plaît ». Et non, c'est la boîte vocale. Elle serre le téléphone dans ses mains. Clairement, elle va devenir folle. Non, il faut qu'elle prouve que tout ça est réel. D'une main tremblante, elle ouvre l'appareil photo. Elle prend une photo de son bras, une autre de son dos dans le miroir, puis hésitante, elle lève lentement l'objectif vers le miroir lui-même. Elle appuie sur le bouton, l'image apparaît à l'écran et elle sent son sang se glacer. Car juste derrière elle, à peine visible dans le reflet, il y a une silhouette, noire et floue, comme une ombre tapie dans l'obscurité qui attend. Oren lâche le téléphone et recule en suffoquant. Elle n'est pas seule, quelque chose est avec elle. Et maintenant, elle en a la preuve. Oren est assise sur son lit, son téléphone toujours dans la main. Son cœur bat à un rythme irrégulier, trop rapide, trop fort. Mais l'image est encore là, bien visible sur l'écran. Dans le reflet du miroir de sa chambre, une silhouette sombre. Elle déglutit difficilement, ses mains tremblent légèrement. Elle agrandit la photo, zoome sur l'ombre, elle n'a aucun détail distinct. Juste une forme noire, figée derrière elle. Sa gorge se serre. Est-ce qu'elle l'a vraiment vue à ce moment-là? Elle ne se souvient pas avoir senti une présence derrière elle quand elle a pris la photo. Son instinct lui crie de ne pas y penser, de poser son téléphone et d'oublier. Mais elle n'y arrive pas, c'est bien compréhensible. Elle verrouille enfin l'écran et pose l'appareil sur la table de nuit. L'appartement est silencieux, trop silencieux. Un bruit résonne dans le couloir, léger, comme un frottement contre le mur. Oren se fige, son regard se porte immédiatement vers la porte de sa chambre, entrebâillée. Elle tend l'oreille, retenant son souffle. Mais y a rien. Elle se lève doucement et avance vers la porte. Son cœur tambourine dans sa poitrine. Elle jette un coup d'œil dans le couloir et il est vide. Une tension diffuse s'installe dans son corps. Elle se sent observée, même si elle est seule techniquement. Elle secoue la tête, trop de stress, trop de fatigue. Elle essaye de se raisonner, de se convaincre que son imagination lui joue des tours. Elle retourne dans sa chambre et s'assoit sur le bord du lit. Sa peau picote, un courant d'air frais glisse contre sa nuque. Elle se retourne brusquement, la fenêtre est fermée. Un frisson lui parcourt l'échine. Son regard dérive vers le miroir en face de son lit. Regarder ou ne pas regarder? Une boule se forme dans son estomac. Elle doit s'assurer que tout est normal. Lentement, elle lève les yeux. Son reflet est là. Mais elle a cette impression étrange que quelque chose ne va pas, comme si l'image était décalée d'une fraction de seconde. Elle inspire profondément, c'est dans la tête Oren. Un bip de son téléphone brise le silence. Elle sursaute violemment et se tourne vers l'écran. Nouveau message, et malheureusement, c'est celle d'une pub. Elle espérait qu'une chose, c'est que son mari la rappelle ou lui envoie un SMS. Mais non, c'est une vieille pub à la con. Après ça, elle peut entendre un bruit sec derrière elle. Elle se fige net, son regard dérive lentement vers le miroir. Son reflet ne bouge pas comme il devrait. Un cri monte dans sa gorge mais aucun son ne sort. Elle attrape son téléphone et sort précipitamment de sa chambre, allume toutes les lumières de la maison. Elle doit partir. Elle enfile un manteau à la va-vite et claque la porte derrière elle. Dehors, l'air glacial la fait frissonner. Mais au moins, elle est dans un endroit réel. Elle marche vite, sans but précis, juste pour s'éloigner de sa maison. Son cœur bat toujours à tout rompre. Dans la rue, personne ne fait attention à elle, tout semble normal. Mais elle sait, il y a quelque chose qui va pas, et elle le sent. Toute la journée, elle sent une présence, mais rien d'autre. Et son mari, quant à lui, il est en déplacement. Oren ne dort plus. Chaque nuit, c'est la même chose. Des bruits qu'elle seule entend, des ombres furtives dans sa maison. Des griffures qui apparaissent sans explication sur sa peau. Elle a essayé d'ignorer, de rationaliser. Mais comment expliquer l'inexplicable? Elle est allongée sur son lit, recroquevillée sous sa couverture, le téléphone serré contre sa poitrine. Elle a peur. Un craquement résonne dans le couloir, comme si quelqu'un marchait dans le parquet. Son souffle se coupe. Elle tend l'oreille. Il y a un deuxième pas.
Son estomac se tord. Quelqu'un est là. Elle attrape lentement son téléphone et déverrouille l'écran. Elle hésite à appeler quelqu'un. La police? Qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'il y a un démon qui rôde chez elle? Qu'elle voit des choses qui ne devraient pas exister? Il y a un autre bruit, plus proche. Ses doigts tremblent alors qu'elle ouvre l'application d'appareil photo. Elle lève doucement son téléphone et pointe la caméra vers l'entrée de sa chambre. L'image tremble légèrement, la porte est entrouverte. L'obscurité du couloir semble trop dense, trop lourde. Elle fixe l'écran, retenant son souffle. Et c'est là qu'elle le voit, une silhouette noire, indistincte, immobile, juste derrière la porte. Son cœur manque un battement, ses doigts se crispent sur le téléphone. Elle ne veut pas baisser l'écran, elle ne veut pas voir en vrai ce qui est devant elle. La silhouette bouge légèrement, un bruit sec, son téléphone s'éteint, plus de batterie. Un frisson glacial la traverse, elle n'a plus d'échappatoire. L'air devient lourd, oppressant. Elle sent une pression sur sa poitrine, comme si quelque chose pesait sur elle, l'empêchant de respirer. Un murmure glisse dans l'air, un chuchotement à peine audible, mais elle comprend chaque mot. « Tu m'as vu ». Oren se met à trembler violemment. Elle ne veut pas comprendre ce que ça signifie. Elle referme les yeux. Peut-être que ça partira, peut-être que c'est un cauchemar, un mauvais rêve. Un souffle froid effleure sa joue. Sa gorge se serre. Elle ouvre les yeux. Il n'y a plus rien. La chambre est silencieuse. Trop silencieuse. Mais elle sait que c'est pas fini. Ça ne partira pas. Il y a quelque chose qui l'a suivie. Elle se redresse difficilement, attrape son téléphone et le branche en vitesse. Dès qu'il s'allume, elle ouvre un site pour écrire son histoire et finit par « Je ne sais pas si je deviens folle, je ne sais pas si tout ça est réel, mais si quelqu'un a déjà vécu ça, aidez-moi ». Et c'est comme ça que se termine ce petit banger, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, on va remettre un petit truc en place. Ce thread, je pense que c'est une pépite. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ce mot, donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez trouvé que ce thread est une pépite, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Tu peux dire, ouais, ce thread c'est une pépite. Ah, machin. Alors, c'est du paranormal, mais franchement, très très kiffant. Moi, j'ai bien aimé, vraiment. Et j'aimerais pas du tout que ça m'arrive dans la vraie vie, parce que si ça lui est vraiment arrivé, t'imagines? Parce que du coup, personne ne te croit. Enfin, t'en as qui y croient au paranormal et tout, qui vont dire ok, mais je sais pas, c'est quoi la proportion de gens qui y croient ou pas. Donc forcément, t'en parles, je sais pas, je dis une connerie, il y a 70% de gens qui y croient pas, bah t'as quand même 7 personnes sur 10 qui vont dire ouais bon, bah, t'es fou. Alors que imagine, t'as vraiment vu ça. Mais j'ai vu, je sais, c'est une dinguerie. Bref, thread de fou, on va passer au prochain. Alors, avant qu'on commence ce second thread, eh bien, je vous fais une petite intro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Delcor et aujourd'hui, je vais vous raconter 5 threads d'horreur, dont un qui est déjà passé, bien évidemment. Si jamais sur cette chaîne, c'est 2 vidéos threads d'horreur par semaine, le mardi et le vendredi à 19 h. Voilà, comme ça, t'es prévenu, mais si tu veux pas te prendre la tête, le mieux, c'est quand même de t'abonner. C'est gratuit et en plus ça soutient tout le travail. Et il y a autre chose qui soutient le travail qui vraiment pour le coup prend pas de temps et qui c'est pour tout le monde, ça même les abonnés. N'oubliez pas les pouces bleus, ça aide énormément à la chaîne. Je l'ai pas demandé depuis quelques vidéos et je vois déjà la différence. Donc n'hésitez pas à me faire claquer ces 1000 pouces bleus. Je vous jure ça aide énormément. Je vais pas vous prendre plus de temps et on va directement partir avec ce second thread. Ça remonte à pas mal de temps maintenant. Maeva, elle pense qu'elle avait genre 12 ou 13 ans, mais elle se souvient plus exactement. À l'époque, elle avait l'habitude de partir souvent aux États-Unis avec sa famille pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire entre décembre et février chez elle. Chaque année, ils allaient en Floride, passer quelques jours à Miami, puis quelques jours à Orlando. Au sud de Miami, il y a un petit centre commercial qui s'appelle Sunset Place. Ce jour-là, à un moment, elle a eu besoin d'aller aux toilettes. Elle se souvient très bien être descendue à celle du rez-de-chaussée. Sa mère était à un autre étage avec sa sœur et son père était avec elle. Il lui a dit d'y aller et qu'il l'attendait juste devant. Du coup, elle entre dans les toilettes, il n'y avait personne. Elle choisit direct la dernière cabine et s'assoit. Quelques secondes après, quelqu'un entre dans les toilettes et la personne s'arrête pile devant sa cabine. Maeva se souvient plus trop à quoi ressemblaient les chiottes, mais sur le coup, elle suppose que c'est un gars qui utilise un urinoir ou un truc du genre. Et puis, elle entend que le mec s'approche de sa porte. Et quand elle lève les yeux, le mec est littéralement en train de la mater à travers l'espace entre la porte et la paroi de la cabine. Elle sait pas quoi dire ni quoi faire, donc elle baisse les yeux et fait comme si elle ne l'avait pas vu. Après ça, il entre dans la cabine juste à côté de la sienne. Aujourd'hui, elle est quasi sûre qu'il était en train de se toucher. Elle reste assise là, complètement figée parce qu'elle sait pas trop quoi faire, elle comprend pas trop ce qui se passe, mais elle a peur. Quelques secondes plus tard, elle l'entend gémir, genre fort, et il lâche un Ai que rico. Et là, ça la réveille un peu.
Elle se parle à elle-même du genre « Bon, faut que je sorte d'ici tout de suite ». Elle remonte vite fait son short et se barre en courant des toilettes. À l'époque, elle pigeait pas trop ce qui se disait ni ce qui était en train de se passer, mais elle sentait juste qu'elle devait pas rester là une seconde de plus. En grandissant, elle a commencé à ouvrir les yeux sur le monde réel, à capter que tout le monde est pas clean du tout. Elle a fini par comprendre ce qui s'était vraiment passé ce jour-là et elle a compris aussi ce que voulaient dire les mots qu'il avait lâchés. Aujourd'hui, elle se sent super chanceuse parce qu'elle sait que ça aurait pu vraiment mal finir encore plus que ça. Quand elle repense à cette histoire, elle ressent quand même un peu de colère envers son père parce qu'il est resté dehors, qu'il ne l'a pas accompagné jusqu'aux toilettes alors que d'habitude, il le faisait. Et là, c'est une des rares fois où il l'a pas fait. Elle se dit que ça devrait servir de rappel à tous les parents, actuels ou futurs. Ne laissez jamais vos gosses seuls, même pas une seconde. Son cœur se serre à chaque fois qu'elle y pense, parce qu'elle sait que ça aurait pu être bien pire si elle n'avait pas réagi tout de suite. Et au cas où, si quelqu'un se demande pourquoi elle se souvient encore des mots qu'il a dit et qu'elle a pu chercher leur sens plus tard, c'est parce qu'elle vient d'Amérique du Sud et même si sa langue maternelle, c'est pas l'espagnol, c'est assez proche. Du coup, c'était facile à retenir. Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire, ay que rico, et du coup, apparemment, ça veut dire, c'est plus ou moins oh que c'est bon ou oh c'est délicieux, enfin bref, voilà. C'est chelou. Enfin, pas de dire ay que rico dans la vie de tous les jours, quand tu manges un truc bon, voilà. Mais dans ce contexte-là, c'est très bizarre. Allez, on passe au prochain thread. Alors, c'est une histoire vraie, un truc qu'Abigail a vraiment vécu. Ça remonte à 5 ans, à l'époque où elle avait 15 ans. Et franchement, ce qu'elle a vécu ce week-end-là, c'est chelou. Flippant même. Et aujourd'hui encore, elle pige toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Ses parents sont à fond dans le golf, genre vraiment, et ce week-end-là, ils décident d'aller jouer sur un parcours dans une autre ville, un endroit que son père connaît déjà. Abigail a 3 frères, 2 d'entre eux ont déjà quitté la maison, et le petit dernier est encore trop jeune pour rester tout seul avec elle. Surtout qu'Abigail bosse la journée, donc pas vraiment dispo pour s'occuper de lui. Du coup, ses parents prévoient de le faire dormir chez son meilleur pote pendant le week-end. Résultat, Abigail se retrouve toute seule à la maison. Ce jour-là, elle se prépare tranquille, elle part bosser et le soir, elle rentre. Elle bouffe un truc vite fait et elle se pose devant la télé. Puis, quand vient l'heure d'aller se coucher, elle sort son chien pour qu'il fasse ses besoins. Une fois que c'est fait, elle le fait rentrer. Elle verrouille bien la porte d'entrée et celle de derrière. Puis, elle descend dans sa chambre. Faut savoir que sa chambre est au sous-sol et il y a une petite fenêtre en hauteur qui donne directement sur l'arrière-cour. Depuis son lit, elle peut clairement entendre ou voir si quelqu'un passe devant. Bref, elle descend et là, elle se rend compte qu'elle a zappé de se brosser les dents et de se laver le visage. Alors, elle remonte faire sa routine et pendant qu'elle est en train de se brosser les dents, elle entend le portail de l'arrière-cour grincer. Un peu chelou, ouais, mais elle se dit que c'est sûrement le vent qui l'a fait bouger. En fait, rien de fou. Elle finit de se préparer et en sortant de la salle de bain, elle voit que la porte de derrière est grande ouverte. Elle précise un truc, cette porte, elle a une vieille poignée un peu pourrie. Si tu l'appuies pas bien, elle se referme pas correctement. Donc elle se dit qu'elle l'a peut-être mal verrouillée. Elle la referme bien et elle vérifie que c'est bien fermé à clé. Puis, elle redescend dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, elle est sur le point de s'endormir quand son chien se met à aboyer. Et c'est pas du genre à aboyer pour rien. Ce chien, il a 13 ans. Il est presque aveugle, donc quand il fait ça, c'est qu'il se passe un vrai truc. Et à peine après l'aboiement, elle entend des pas passer juste devant sa fenêtre, là où donne sa chambre, dans l'arrière-cour. Et là, elle panique totale. Elle remonte en speed à l'étage, elle regarde la porte de derrière, encore grande ouverte. Et là, la peur la frappe d'un coup. Parce qu'en fait, cette foutue porte, ils ont perdu la clé depuis des années. Elle peut pas s'ouvrir de l'extérieur. Genre, normalement, c'est impossible. Donc, si elle est ouverte, ça veut dire que quelqu'un l'a ouverte de l'intérieur. Sans réfléchir, elle chope un couteau de cuisine, elle éteint toutes les lumières de la maison et elle va se caler sur le canapé du salon. De là, elle a une vue directe sur la porte de derrière. Elle se fout une couverture sur elle, histoire qu'on voit pas trop sa silhouette, au cas où il y aurait quelqu'un qui essayerait de mater à travers la vitre de la porte. Et elle reste là, dans le noir, paralysée par la peur, avec le couteau à la main. Et au final, elle finit par s'endormir. Comme ça, ouais, genre dans cette position, le cœur qui bat à fond. Il se passe plus rien cette nuit-là, rien d'autre. Mais maintenant, 5 ans après, elle arrive à une seule conclusion logique. La porte, elle était bien verrouillée, elle pouvait pas s'ouvrir de l'extérieur. Donc, si elle s'est rouverte, c'est qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Ce qui veut dire que la première fois qu'elle a trouvé la porte ouverte, elle avait probablement mal fermé et que quelqu'un en a profité pour rentrer. Et pendant qu'elle faisait sa routine à l'étage, cette personne s'est glissée à l'intérieur. Et quand elle est redescendue sans le savoir, elle a refermé la porte en enfermant cette personne avec elle
dans la maison. Puis pendant qu'elle s'installait dans sa chambre, cette personne a sûrement attendu qu'elle remonte pour sortir discrètement. Et les pas qu'elle a entendus juste devant sa fenêtre, et bah c'était peut-être ceux de cette personne en train de se barrer, flippée par les aboiements du chien. Aujourd'hui, Abigail a 20 ans, elle a plus jamais vécu un truc aussi flippant, mais elle se pose encore plein de questions sur cette nuit-là. Qui est entré chez elle? Pourquoi? Est-ce que cette personne savait qu'elle était seule? Bon, ça, elle le saura probablement jamais. Mais bon, elle aime bien partager son histoire, donc si vous avez des petites théories, n'hésitez pas à les balancer en commentaire. Ça, c'est ce qu'elle dit, même si je pense pas qu'elle les lira. Après, vous pouvez toujours le mettre, hein. Moi, je dirais, je serais pas contre, hein. Moi, ça me fait du référencement. Mais elle, vraiment, je vous le dis, je pense pas qu'elle les verra, tu vois. Mais bon, je suis honnête avec vous. Après, vous pouvez partager juste pour moi, comme ça je vous les lis, hein, y a pas de souci. Voilà, bon, petite histoire cool. Allez, on passe au prochain thread. Kelly, elle a 24 ans aujourd'hui et ce qu'elle a vécu s'est passé en 2021 quand elle avait 20 ans. À cette époque, elle vivait avec son copain, ils s'entendaient bien avec tout le monde dans le coin. Les voisins, les commerçants, tout le monde se tutoyait. Il y avait une super ambiance dans le village. Un jour, après sa journée à la pizzeria où elle bossait depuis un peu plus de 2 mois, elle rentre chez elle. Tranquille, elle est au téléphone avec sa grand-mère paternelle. Elle vient à peine d'arriver, elle commence à se mettre à l'aise, à souffler un peu. Quand ça toque à la porte d'entrée. Bon, c'était pas du tout habituel que quelqu'un toque en plein après-midi. Et comme elle vit seule avec son copain, normalement c'est lui qui la prévient quand quelqu'un doit passer. Mais là, rien. Elle est toujours au téléphone et la personne continue de toquer, de plus en plus fort avec insistance. Kelly se dit que si elle ne fait plus de bruit, la personne va finir par se lasser et partir. Sauf que non, ça continue et plus ça va, plus ça tape fort. Sa patience commence à être à bout, donc elle finit par gueuler. « Ouais, ça va, j'ai entendu. J'enfile un pantalon et j'arrive, ok ?» Elle se dit que ça va les calmer. Une fois qu'elle est habillée, elle va ouvrir. Et là, elle se retrouve face à 2 mecs. Tous les 2 portent des tenues de travail, style électricien. Le premier est barbu, cheveux noirs, yeux marrons, il fait à peu près 1m70. Elle essaye de retenir leur tête. Mais le deuxième, tout ce qu'elle retient, c'est qu'il fait plus d'1m80 et qu'il est brun aussi. Le barbu prend la parole direct. « Bonjour, on est là pour faire la révision de la chaudière. » Kelly, elle est surprise et elle répond. « Bonjour, désolé, je suis pas au courant, c'est mon copain qui gère ça normalement. Vous avez dû vous tromper de maison. » Mais les 2 insistent, ils lui disent qu'une femme les a appelés et leur a donné son adresse pour une révision de chaudière. Sauf que Kelly, elle a rien demandé à personne. Elle essaye de couper court, mais les gars sont hyper insistants. Ils avancent petit à petit sur le pas de la porte en essayant de mater à l'intérieur. Là, elle commence vraiment à pas se sentir bien. Elle prend son courage à 2 mains, leur balance un « bonne journée sec » et elle claque la porte à double tour. Elle tire les rideaux pour qu'ils puissent rien voir. Et elle file se planquer dans sa chambre. Elle comprend rien à ce qui vient de se passer. Et d'un coup, bam, les 2 mecs commencent à donner des coups de pied dans la porte d'entrée. Ça tape fort, encore et encore. Kelly a la trouille de sa vie. Elle pense que la vitre ou les verrous vont péter. Elle ouvre la fenêtre de sa chambre à l'étage et fait semblant d'appeler la police. Et là, miracle, elle les voit se barrer en courant. Une fois plus rien, elle reste accroupie dans un coin de sa chambre, en larmes. Elle essaye de se calmer, puis appelle son copain pour tout lui raconter. Lui non plus ne comprend rien, il appelle direct la proprio pour voir si c'est elle qui aurait envoyé ces types. Mais non, elle n'a jamais appelé personne. Alors, qui étaient ces types ? Pourquoi il voulait rentrer? Est-ce qu'il savait que Kelly était seule? Tout ça, ça reste un mystère. En tout cas, ce qu'elle sait, en revanche, c'est qu'il voulait rentrer chez elle. Elle attend que son copain rentre pour appeler la gendarmerie. Et là, déception, les flics disent qu'ils peuvent rien faire sans preuve. Et le pire, son copain remarque qu'après leur départ, des gravures ont été faites sur les 2 côtés de leur porte. Des symboles chelous. Ils font des recherches et leur théorie, c'est que ces symboles serviraient à donner des infos. Genre s'il y a une femme seule, un chien, ce genre de truc. Depuis ce jour-là, Kelly n'est plus jamais vraiment à l'aise et peu importe où elle va. Et elle se dit qu'elle devrait partager cette histoire au cas où quelqu'un vivrait la même chose. Voilà, c'est comme ça que se termine cette petite histoire. Je crois qu'elle est française, quelque chose, il me semble. Donc voilà. Donc oui, ça se passe chez nous en France, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis pour qu'il se passe des trucs de fou. Les petits symboles, ça m'étonne pas, ça revient souvent. Généralement, je sais qu'il y a des symboles genre en mode ah là il y a un chien, faites attention, tu vois. Donc avoir un petit chien, ça aide pas mal, hein, je vous le dis, ça aide à pas être cambriolé forcément. Après bon, ils peuvent passer à l'autre méthode, c'est-à-dire balancer des boulettes de viande avec du poison dans l'arrière-cour, donc c'est pas la folie non plus. Mais voilà, petit thread très sympathique. Bon, de toute façon, les flics disent que sans preuve, ils peuvent pas faire grand chose, mais même quand ils ont les preuves, bon, hein, de toute façon, bon voilà. Alors j'espère qu'ils sont pas tous comme ça, mais certains, voilà. Allez, prochain thread.
L'histoire, elle se déroule sur plusieurs jours. Estelle, l'aînée de la fratrie, était en train de surveiller ses frères et sœurs, Hugo, Juliette, la petite, et Sophia, la plus grande. Son rôle, c'était de s'assurer qu'ils ne s'éloignent pas trop et qu'ils ne parlent pas aux inconnus. Ils jouaient tranquillement dans leur jardin qui donnait sur la rue, juste séparés par un petit grillage pour retenir leurs chiens. De là, ils voyaient tout ce qui se passait. Un jour, une voiture s'arrête devant eux. Le conducteur demande où est l'église la plus proche. Estelle et ses frères et sœurs ont flippé car leurs parents leur avaient toujours dit de se méfier des inconnus, surtout de ceux qui ne sentaient pas bon. Tout ce qu'Estelle voit, c'est que le mec est chauve et costaud. Malgré la peur, elle décide de lui répondre pour qu'il dégage vite fait. Il lui dit juste « Merci mon enfant » et il se tire. Estelle se dit que c'est rien de grave et ils en parlent pas à leurs parents. Le lendemain, la même voiture est de retour. Cette fois, le mec demande « Savez-vous où je peux trouver le cimetière le plus proche, mes enfants ?» Estelle, ne sachant pas quoi dire, lui répond simplement « Non, monsieur, désolé. » Et là, le type répond « Pas grave, petite, à demain. » Tout ça avant de repartir. C'est là qu'Estelle a eu la trouille, parce que le mec a quand même dit « À demain ». Ni une ni deux, elle décide d'en parler à sa mère, qui prend la chose très au sérieux. Estelle pensait qu'elle allait la rassurer, mais pas du tout. Sa mère lui a dit « Écoute, je vais en parler à ton père. » Bon, Estelle, elle n'a pas eu de nouvelles ce jour-là. Sauf que le cauchemar devient réalité. Le jour d'après, alors qu'il joue encore, le mec réapparaît. Cette fois, il demande un truc encore plus bizarre. « Sais-tu où je peux trouver des enfants ?» Et là, comme une idiote, ce sont ses mots, Estelle lui répond « Monsieur, nous sommes des enfants. » Ni une ni deux, le type ouvre sa portière et s'approche du grillage en souriant. Paniquée, Estelle hurle « Rentrez à la maison !» Hugo court prévenir leur mère tandis qu'Estelle reste dans le jardin. L'homme, effrayé par la mère d'Estelle qui sort avec Julie dans les bras, court vers elle. Il l'attrape par le bras, lui couvre la bouche et la traîne vers sa voiture. Heureusement, sa mère lâche sa sœur qui se blesse malheureusement en tombant et elle réussit à mordre l'homme au bras. Il la lâche mais frappe sa mère au visage. C'est là que le père d'Estelle sort de la maison avec une papapac au cas où pour ceux qui regardent juste, enfin qui écoutent. C'est quelque chose que je peux pas dire mais quelque chose qui... Piou, 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 voilà, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent juste et qui ne regardent pas. Et ben justement, avec cet engin, il menace l'homme, qui prend peur et remonte dans sa voiture. Le père a le réflexe de prendre une photo de la plaque d'immatriculation avant d'appeler la police, qui arrive environ 30 minutes plus tard. Ils n'ont pas eu de nouvelles immédiates de l'affaire, sa mère les a juste pris dans ses bras en pleurant et a félicité Estelle pour sa réaction. De son côté, Estelle se sentait faible et coupable que sa mère ait été blessée. En grandissant, Estelle a appris la suite de cette histoire. La police a réussi à arrêter l'homme. Son père lui a raconté qu'il avait 54 ans, qu'il était veuf et qu'il avait déjà été arrêté pour des agressions sur des mineurs. Et comme si ça ne suffisait pas, et ben ce gars possédait des vidéos de choses plus de 18 ans mais qui la concernaient pas, des plus de 18 ans. Il en avait sur son ordinateur et des tonnes de photos de ce genre. Et le pire, c'est que le gars n'a pris que 4 ans de prison. Ce jour-là, Estelle a échappé à un truc vraiment terrible. Et vous imaginez bien que oui, les prisons, les juges, les machins, ils les font sortir ces mecs-là à chaque fois. Mais il s'est bien comporté en prison, il a pas touché un enfant. Mais parce qu'il y a des enfants en prison. Ah, les juges et les machins là. Ouh, la justice, des fois, tu te dis, mais c'est pas possible. Ils sont cons. Juste, je me dis, mais faut avoir fait des études normalement. Faut avoir plus que 3 de QI pour faire ces métiers-là. Et non, mais en prison, il était gentil là. C'est comment? Je comprends pas. C'est pour ça qu'on l'a libéré. Et des fois, le mec ressort, il refait ces trucs-là, il le remet en prison et après, il le relâche. Et je vous l'avais dit, tu vois, quand il est en prison, il se calme. C'est bon. Ça fait que 15 fois là. Il est calmé, je pense. Je sais pas, ils sont cons. Donc là, j'essaye de le... Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça m'énerve un peu. Je veux pas vous mentir. Vraiment, les trucs là, des fois, les décisions, t'es en mode... Hein? On a entendu les mêmes faits, mais... Là... Ok. Ah ouais, la décision est nulle. Ok, c'est parfait. Bref, en tout cas, il y a quelque chose qui était pas nul. C'était cette vidéo. Oui, elle était bien, je me jette des fleurs carrément. Bon, si t'as kiffé, tu connais un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Et si jamais t'en veux plus, je t'invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo. Portez-vous bien, tous les petits potes.